Cet homme a 55 ans. Regardez-le bien, nous n'en connaissons pas d'autres comme lui. Il n'a pas beaucoup changé depuis plus d'un quart de siècle, petit, maigre, nerveux en diable. Ses muscles paraissent frêles, mais il cache en eux comme une force mystérieuse. C'est un reste de cette force qu'il savait tendre à l'extrême et libérer au tout dernier moment pour remonter ses adversaires, qui le pousse encore aujourd'hui à rester en mouvement. Car mouvement, à ses yeux, est synonyme de vie. Et Joseph Skerens, qui fut 7 fois champion du monde, demeure terriblement vivant. Vous aimez toutes les sortes de jeux, Jeff. Est-ce que le sport cycliste, pour vous, ça a été un jeu? Eh bien, au début, oui, c'était un jeu, mais ça n'a pas duré longtemps puisque j'ai assez vite gagné de l'argent et à ce moment-là, c'était devenu la profession. Pendant toute votre carrière, vous avez été une sorte de pile électrique. Est-ce que dès votre plus jeune âge, on a pu déceler ce tempérament chez vous? Eh bien, oui, parce que je me rappelle que ma mère m'a souvent raconté, d'ailleurs, elle m'appelait Meputrka. Meputrka, c'est une petite chèvre qui saute et qui danse. Alors, il paraît que j'étais très souple, très vite. Je courais entre les jambes et tout, de mes parents, sans doute, mes frères et sœurs, parce que je suis le plus jeune. Et puis, enfin, il paraît que j'étais très vite. Où êtes-vous né, Jeff? Je suis né à Waregta. En quelle année? Le 17 février 1909. Et que faisaient vos parents? Mes parents étaient... Mon père allait travailler, mais en plus de ça, ils étaient des petits paysans, quoi. Ils avaient une vache, et une chèvre ou deux, je ne me rappelle plus exactement, des fois 2, 3. Et alors ma mère travaillait sur les champs, donc, et mon père allait travailler. À quand remontent vos premiers souvenirs? Eh bien, ça remonte au début de la guerre 14. Je me rappelle avoir vu des Allemands qu'on a passés quand on était pour se réfugier. Donc on est parti en France et on est resté toute la guerre 14-18 en France. Où avez-vous été en France? À Martézé. Martézé, ça se trouve près de Loudun. Loudun, eh bien les gens vont peut-être savoir où c'est parce que Madame Besnard, comment? Besnard. C'est à Loudun et c'est à environ à 15 km de Loudun. C'est là que vous avez été à l'école? J'étais à l'école là-bas, oui, pendant la guerre. Vous avez donc fait vos premières classes en français? En français, oui. Ben, j'avais été en Belgique, à Werchter à l'école, mais très peu donc, n'est-ce pas, puisque j'avais 5 ans et quelque chose quand la guerre a commencé, n'est-ce pas. Et vous êtes revenu à Werchter en 1918? En 18. J'avais presque 10 ans. Vous parliez français? Eh bien, je parlais français. Non seulement je parlais français, mais je ne savais plus parler le flamand. Et alors, je parlais français avec le maître d'école, mais ça s'est vite revenu parce que étant gosse avec les gosses, hein, ça. Et quand même, je comprenais encore un peu le flamand parce que mon père et ma mère n'ont jamais parlé français et je comprenais encore un peu le flamand, mais je ne savais pas le parler. Et quand vous êtes revenu à Werchter, donc en 1918, vous aviez 10 ans, vous avez été à l'école, mais vous avez aussi un peu travaillé, vous avez aidé vos parents. Eh bien oui, parce que revenu de la France, on n'avait plus rien, alors il fallait recommencer. Et ma mère travaillait sur les champs, et à la sortie de l'école, il fallait travailler sur les champs. Et qu'est-ce que vous avez fait dans les champs? Vous avez tiré la charrue, je crois même. Et j'ai même tiré la charrue, avec ma mère qui tenait. C'était une charrue à main, comme on dit. Oui. Et alors mon frère et moi, et alors le chien qui tirait la charrue. Mais alors, la plupart du temps, je faisais du travail, léger, le plus léger était pour moi. Par exemple, nettoyer les betteraves, un peu, tirer les petits pois. Et puis alors, quand eux, ils travaillaient encore, ma mère disait, allez, rentre et va faire, la nourriture pour la vache, par exemple, parce que mon père et ma mère, ils étaient un peu têtus. Dans ce moment-là, il fallait encore que la vache a sa nourriture, mais chaud, vous savez. Et puis que les betteraves, il fallait que ça soit bien coupé parce que de peur qu'il y aurait un morceau qui aurait resté dans la gorge. Et puis alors tout ce travail léger était pour moi. Le samedi, par exemple, nettoyer la maison, c'était pour moi. Eh bien, Jeff, quand avez-vous commencé à vous intéresser au vélo? Eh bien, je me suis commencé à m'intéresser au vélo à mes 14 ans, parce que dès mes 14 ans, j'ai été travailler. J'allais travailler parce que
mon frère allait déjà travailler. Et lui recevait un peu d'argent de poche. Et alors moi, je devais aller à l'école, et après l'école, il fallait tout de même travailler. Puis j'avais pas de l'argent. Alors il m'avait dit, viens avec moi, comme ça, tu gagnes de l'argent. Et puis alors j'étais travailler. Et c'est en allant au travail qu'on l'été, on faisait ça en vélo. Et c'était jeune, la course. En rentrant à Werchter, c'était l'arrivée. Et puis, comme je battais des gars qui étaient beaucoup plus âgés que moi, ça m'a donné un peu l'idée de commencer à faire des courses. C'est vers cette époque, Jeff, que vous avez rencontré des personnes qui ont joué un très grand rôle au début de votre carrière. Bien oui, c'est à cette époque-là. J'ai rencontré M. Vanhoff qui a fait, comme tout le monde le sait, je pense, hein, beaucoup pour les coureurs. C'était le président du Stumbers. Le président du Stumbers. Vous avez connu aussi à cette époque-là M. et Mme Schurman. Ah oui. Eh bien, c'est toute une histoire, ça, parce que comme j'habitais à Werchter, et que quand il y avait des courses par le côté de Louvain, n'est-ce pas, alors je passais par Louvain. Et j'avais un copain qui courait aussi à ce moment-là, et lui, il allait toujours manger un beefsteak pommes frites avant d'aller à la course, soit vers Tirlemont, Landen ou vers le pays wallon, n'est-ce pas. Et puis un jour, nous sommes chez Skurmans, et il me dit comme ça, tu veux gagner? Oh, je dis oui, hein, puisque je gagnais presque toutes les courses. C'est l'année que j'étais débutant, j'avais gagné 40 courses sur 56 courses que j'ai disputées. Alors, eh bien, il dit, si vous gagnez, vous pouvez, en revenant, venir manger un beefsteak, pommes frites à l'œil. Oh, je dis, donnez-le maintenant, parce que c'est tout de même comme si je l'avais gagné. Il dit, oui, mais non. Alors, naturellement, j'avais gagné en rentrant. Alors, on mange le beefsteak frites. Et alors, il me dit, eh bien, si tant de fois que vous gagnez une course, vous pouvez venir manger un beefsteak à l'œil. Alors, j'ai dit, oui, mais à ce moment-là, je courais pour un marchand de vélo de Arnhem, Van de Velde. Et des gens aussi très gentils, vous savez, sur les IA. Et pour vous dire que je gagnais déjà de l'argent à cette époque-là, parce que je touchais 75 centimes au kilomètre quand je gagnais. Et 50 centimes quand j'étais le deuxième. Et c'était toujours des courses de, je sais pas, 60, 65, 70 km environ. Et alors ça, en plus le premier prix, ça faisait de l'argent. Et alors, je dis, voilà, quand il y a des courses par là, je suis obligé d'aller courir vers Arène, c'était la publicité pour ce machin de vélo, n'est-ce pas? Et je dis, alors, je ne peux pas passer par ici pour venir manger mon beefsteak. Il dit, ça fait rien, tu l'auras de bon. Eh bien, à un moment donné, j'avais des beefsteaks, un tas de beefsteaks de bon, n'est-ce pas? Et après, j'étais junior. Alors, j'étais un peu de la maison, parce que M. Schurmans et Mme Schurmans étaient très gentils pour moi. Et alors, j'allais déjà courir beaucoup plus loin. Étant junior, j'allais dans tout presque un peu dans toute la Belgique. J'allais dans les Flandres, dans le pays wallon et tout ça. Et alors, on rentrait souvent très tard à Louvain avec le train. Et alors, je devais faire Louvain-Werchter en vélo. Et alors, Mme Schurmans disait, quand il était tard comme ça, eh bien, oh, nous avons un lit, une chambre, un lit, restez ici, et comme ça, vous rentrerez demain à votre aise. Alors, avec mes beefsteaks en avance, j'étais de la maison. Joseph Skerens continue à s'appassionner pour toutes les formes de jeu. Il vous l'a dit, le sport était pour lui un jeu, avant de devenir très vite son métier. Son métier, sa passion, son art. Oui, son art. Car si Joseph Skerens a déjà prononcé et prononcera encore le mot argent en vous parlant de sa carrière, c'est parce qu'il a appris dès son plus jeune âge à la dure école de la vie à connaître la valeur d'un franc. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Un savant ne peut-il pas être un professeur? Un artiste ne peut-il pas donner un récital? S'il a été, lui, l'un des champions les mieux payés de son temps, c'est sans doute parce qu'il a atteint le sommet dans sa spécialité. C'est aussi parce qu'il a toujours été amoureux de la victoire pour elle-même. Sous ce rapport, il fut le plus pur des amateurs. Car Joseph Skerens est un passionné. Il ne fait rien avec indifférence. On dirait qu'il a besoin d'étancher sa soif à toutes les sources, d'utiliser son trop-plein d'énergie à toutes les tâches, qu'il joue aux cartes ou au billard, ou bien qu'il tire à l'arc. Cet ancien champion manifeste
dans tout ce qu'il fait, la même attention, la même volonté qui le rendirent à peu près invincible à vélo pendant une longue période de sa vie. Dans le fond, Jeff, car vous permettez que nous l'appelions Jeff, il se sentira mieux à l'aise, Jeff a toujours été animé d'un esprit de compétition extraordinaire. Ses adversaires, qui le connaissaient bien, ont d'ailleurs failli lui faire commettre à ses débuts quelques folies, rien qu'en le mettant au défi de faire des choses impossibles. Mais heureusement, il avait à ses côtés son fidèle soigneur Joseph Manhart pour le calmer. Aujourd'hui encore, il reste en Joseph Skerens comme une partie vierge de sa personnalité. Tout se passe en somme comme si cet homme, qui était l'un des plus grands professionnels du sport, découvrait après sa retraite que son corps n'a pas épuisé toutes les ressources qu'il y avait en lui. C'est pourquoi il veut tout essayer encore. Ses vacances, il les passe en sportif évidemment. Au volant de sa voiture, avec sa caravane, il part chaque année dans le Midi, souvent en Espagne, à la rencontre du soleil avec sa petite famille. Son épouse, sa fille Viviane, et son fils Paul qui semble presque aussi nerveux que lui. Et quand ils campent ensemble au bord de la mer, quand ils jouent à tous les jeux qui se pratiquent dans l'eau ou sur le sable, nous ne sommes pas absolument certains que le plus jeune, le plus rapide, le plus vivant ne s'appelle pas toujours et encore Joseph Skerens. Son besoin d'activité physique se manifeste en toute saison. L'hiver, dans la montagne, il va se replonger dans le climat exaltant des sommets. Il a découvert aussi le ski nautique sur le tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. En fait, on a l'impression que dans tous ces exercices, il trouve comme un reflet de sa glorieuse jeunesse que, disons-nous, il prolonge et comment sa surprenante vitalité. Mais revenons maintenant au véritable début de la carrière d'un incomparable champion. Faisons un grand bond en avant. Parlez-nous de vos premiers championnats du monde. Eh bien, mon premier championnat du monde que j'ai disputé était en 1930 à Bruxelles, mais j'étais soldat et alors, un peu plus, je ne pouvais même plus pas sortir de la caserne pour aller disputer ces championnats du monde. Alors, même le matin, j'ai dû faire corvée, on a dû enlever des pierres, des écuries. Sur une charrette, on a dû la pousser dans la plaine de manœuvre, quoi. Enfin, j'ai dû travailler le matin encore, alors mon moral était complètement à plat. Et j'ai été éliminé par Falk Hansen, mais je ne me rappelle pas exactement si c'était dans la série ou je sais pas. À Rome, alors j'ai pris ma revanche, j'ai gagné, donc, n'est-ce pas. Là, nous avons en finale aussi commencé avec un surplace, mais là, j'étais décidé de ne plus partir. Et alors, mon soigneur... Je vous interromps, vous étiez entraîné spécialement pour... Ah oui, je m'étais entraîné sur le surplace. Oh, ça aurait pu... Ça a duré 12-13 minutes, je crois, maintenant, mais ça aurait pu durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je sais pas. Mais là, j'étais décidé à ne plus partir. Et alors, heureusement que ce délégué n'est pas venu, parce que Manhart, mon ami, hein, parce que c'était plutôt un ami, mais mon soigneur quand même, un homme que je n'oublierai jamais, qui a fait tant pour moi, ben, il était décidé aussi. Personne n'aurait pu me rapprocher parce qu'il était un peu là, et puis je vous jure qu'il aurait vite descendu.
Eh bien, alors, la plupart des gens étaient des Italiens, c'était à Rome, n'est-ce pas? Et alors, le public a rouspété, un Français et un Belge en finale, comme ça, en faisant sur place. Ça ne leur intéressait pas beaucoup, et comme il était tard, ils ont fait ça le soir, parce qu'il faisait trop chaud. Alors, ils ont rouspété en jetant des petits coussins qu'ils avaient loués sur les bancs, sur la piste. Alors, ils ont annulé et ils nous ont fait tirer au sort. Et c'est à cause de ce surplace, je crois, que depuis lors, on a changé le règlement des championnats du monde. Depuis lors, tous mes championnats, j'ai dû tirer au sort. Donc, Ce règlement a donc changé depuis lors. vous étiez désigné pour partir en tête dans la première marche. Alors, oui, c'est Michard qui a dû partir en tête. Là, il a tiré le numéro 1, donc, n'est-ce pas? Et alors, pour raconter en vitesse cette manche, donc, n'est-ce pas? Michard roulait donc au milieu de la piste et arrivé dans le dernier virage, il était encore là. Si je passe par au-dessus, il plonge, et dès qu'il plonge, je suis relâché, n'est-ce pas? Et nous étions environ, je ne sais pas moi, 175 mètres de la ligne d'arrivée. Hein. Alors ça fait que je l'ai vite surpris à un moment donné et je suis passé en dessous. Alors il a voulu fermer la porte et à un moment il m'a laissé la place quand même. Mais quand il a vu que je l'ai dépassé, il a risqué tout et puis il m'a descendu complètement de la piste. J'ai eu de la chance de ne pas tomber parce que c'était des cendres qui venaient de mettre là, des cendres qui n'étaient pas bien tassées, n'est-ce pas? Alors j'ai tenu mon guidon bien fort, je ne suis pas tombé. Et mes pneus, ils ont résisté aussi, je ne sais pas comment. Mais Enfin, Michard a été déclassé. Voilà comment j'ai donc gagné cette première manche. La deuxième, donc, c'était moi qui devais partir en tête. Je suis resté en bas à la ligne, donc je n'avais que regarder Michard sur la droite, donc, n'est-ce pas? Et je lançais mon sprint, mais pas à fond, bien sûr. J'attendais son attaque. Et environ, je pense, 175 mètres de la ligne d'arrivée, je ne l'avais pas vu encore attaquer, n'est-ce pas? Alors là, j'ai démarré de toute force, n'est-ce pas? Il paraît que, enfin, il est venu environ jusqu'à mon braquet, là, et voilà comment j'ai gagné ce premier championnat du monde.